Hello et bienvenue à tous dans ce 68e numéro du Rétro. Vous connaissez le programme, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce au nouveau partenaire des NBA Stories, Team Retro US. Cette boutique, située dans le 9e arrondissement de Paris et sur internet, est le paradis des produits vintage. Maillots, vestes, shorts, tout y passe avec de nombreux modèles introuvables ailleurs. Team Retro US est fier de vous présenter ses nouvelles vestes warm-up de la saison 1996-1997. Celles des Bulls et du Jazz sont de superbes pièces à mi-chemin entre sport et mode. Rudy, fondateur de Team Retro US, est un passionné de balle orange autant qu'un fan des NBA Stories. N'hésitez pas à aller lui rendre visite pour parler basketball et découvrir la géniale collection de maillots vintage qu'il vous propose. Cadeau à nos abonnés, montrez cette vidéo en boutique et obtenez 10% de réduction. In their relatively short existence, the Lakers have brought publicity to Minneapolis unparalleled by any other sports organization in the history of our city. Minneapolis, 1947. C'est dans l'ancêtre de la NBA que furent fondés les Lakers cette année-là. Alors que le sport professionnel était encore à ses balbutiements, l'équipe du Minnesota parvint à faire connaître son nom et à attirer les foules. Avec à sa tête George Mikan, l'une des premières vedettes du basketball, les Lakers dominèrent la NBA du début des années 50. 4 titres plus tard, et malgré la draft de l'avant-gardiste Elgin Baylor, le vent avait tourné dans le Minnesota. Les résultats n'étaient plus aussi probants, le public se faisait de plus en plus rare. Mal au point financièrement, il était temps pour les Lakers de plier bagages. En 1958, les Brooklyn Dodgers déménagèrent à Los Angeles, une action qui fut une véritable réussite financière. Après avoir considéré Chicago et San Francisco, les Lakers décidèrent finalement d'emboîter le pas, en posant pied dans la Cité des Anges en 1961. Jerry West, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, autant de grands noms qui participèrent à l'incroyable épopée des Lakers en Californie. Depuis leur arrivée à Los Angeles, l'équipe pourpre et or gagna la bagatelle de 6 bagues. Nous sommes en 1988 et Magic Johnson sabrait le champagne pour célébrer un nouveau titre face aux Detroit Pistons. Non loin de là, voilà maintenant plusieurs décennies que les habitants du glacial Minnesota rageaient du départ de leurs chers Lakers. Mais pour eux, nul besoin de ressasser les beaux souvenirs du passé. La NBA allait faire son grand retour dans l'État aux 10 000 lacs. En 1987, la Grande Ligue décida de s'agrandir en accueillant 4 nouvelles franchises. Le Orlando Magic, les Charlotte Hornets, le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves. Historiquement, les nouvelles franchises rejoignant la NBA sont condamnées aux abysses pendant un long moment. Pourtant, Orlando parvint à rejoindre les playoffs seulement 4 ans après sa création. Charlotte devint l'une des équipes les plus fun et populaires des années 90, tandis que le Heat atteignit les playoffs dès 1991. Oui, ça allait plutôt bien pour tous les nouveaux venus en NBA. Tous, pas vraiment. L'engouement était réel lors de l'arrivée des Timberwolves à Minneapolis. Les fans étaient impatients de vivre à leur tour les sensations de la victoire connues par leurs parents avec les Lakers. Malheureusement, ils déchantèrent rapidement. C'est simple, l'histoire des Minnesota Timberwolves est l'une des pires du sport américain. Entre mauvais choix et coups du sort, c'est à se demander si l'équipe n'est pas touchée par une véritable malédiction. Some 13,000 folks have gathered here for what they're calling the biggest draft party in NBA history. La légende noire des Timberwolves commença dès sa création. En 1989, l'équipe du Minnesota était conviée à sa toute première draft. La franchise au loup choisit le timide Pooh Richardson, qui devint le second joueur de l'histoire de l'équipe. En effet, cette dernière avait auparavant débauché de force le bad boy Rick Mahorn, qui pleura à chaudes larmes pour ne pas se trouver là. De 1989 à 1996, les Timberwolves ne firent jamais mieux qu'une 11e place. Pire, malgré ses très mauvais résultats, l'équipe ne parvint jamais à décrocher un premier pick de draft.
En 1990, elle choisit l'inconnu Felton Spencer. En 92, draft de Shaq et Along the Morning, les Wolves se retrouvèrent ensuite avec le décevant Christian Laettner. En 93, c'est le tour du doué, mais totalement fou, Isaiah Rider. L'année suivante, juste après Jason Kidd et Grant Hill, Minnesota choisit très haut l'obscur Doniel Marshall. Minnesota, the only expansion team that has yet to make it into the playoffs, into the NBA. Of course, you already heard after the season ended, it was speculated that the Minnesota Timberwolves were going to move to New Orleans. En 1994, c'en était trop pour les propriétaires des Minnesota Timberwolves. Seulement 5 années après sa première saison, l'équipe était déjà au bord du gouffre. Mauvais sur les parquets et à 2 doigts d'être évincés du Target Center par la ville, les Timberwolves n'étaient qu'à quelques jours de plier bagages. Cette année-là, l'équipe fut revendue afin d'être déplacée à la Nouvelle-Orléans. Tous les papiers étaient prêts et les valises faites. Mais retournement de situation, la NBA refusa ce transfert. Finalité, la franchise fut revendue à Glenn Taylor et resta donc dans le Minnesota. Après des années cauchemardesques, c'est en 1995 qu'un rayon de soleil apparut enfin à Minneapolis. The Minnesota Timberwolves select Looking inside, Robinson. Oh, Garnett! Oh! Brandon over Weber. Guys went and blocked it inside. Clearly Duncan had it. They turned it over. Alley-oop back to Kevin. Oh, baby! Premier joueur lycéen drafté en NBA depuis un long moment, Kevin Garnett fut aussi le premier joueur, et le dernier à ce jour, à réellement placer les Timberwolves sur la carte. L'équipe connut alors la seule belle période de son histoire, entre 1997 et 2004, avec comme meilleur résultat des finales de conférence. Tout ne fut pas rose cependant. Tout d'abord, jamais une équipe ne parvint à réellement entourer Garnett. Son acolyte Malik Sealy décéda d'un accident de voiture, tandis que le duo avec Stephen Marbury fut un échec total. N'oublions pas que les Wolves passèrent finalement à côté de Ray Allen, Kobe Bryant ou Steve Nash en 1996. À la suite des finales de conférence perdues, un retour rapide dans les abysses. 20 ans après leur création, les Wolves n'avaient dépassé le premier tour des playoffs qu'une seule petite fois. Nous sommes à la fin de la saison 2008-2009 et Minnesota venait encore de connaître un exercice calamiteux. Direction donc la draft de cette année-là, où la franchise possédait un bon duo de 5e et 6e choix. La draft est bien souvent la meilleure façon pour une équipe en perdition de retrouver la lumière. Blake Griffin parti en numéro 1, James Harden en numéro 3, suivi Tariq Evans à Sacramento et Ricky Rubio au Minnesota. Mais, fait rare, les Timberwolves possédaient 2 pics consécutifs. Un joueur tendait alors ses bras à l'équipe du Minnesota, un certain Stephen Curry. David Stern se présente, au tour des Timberwolves de choisir. with the 6th pick in the 2009 NBA draft. The Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University. In the second half, my coach told me to go out there, and take over the game, and I did. The beat wound up on the floor and then turned it over. Syracuse runs and Price let Flynn lay it in. Flynn, nicely done. Flynn gets a step on Farmer. Freddie Hill. En amont de la draft 2009, Johnny Flynn était considéré comme un prospect d'envergure. Petit mais explosif, le meneur avait été élu meilleur joueur lycéen de l'État de New York avec 27 points, 6 passes et 3,5 interceptions de moyenne par match. À l'approche de rejoindre une université, Flynn était classé 4e meilleur meneur lycéen du pays. En 2007, il rejoignit Syracuse avec fracas. Il inscrivit 28 points dès son premier match, ce qui lui permit d'effacer le record de Carmelo Anthony pour le meilleur début de l'histoire de l'université. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Flynn n'était pas du tout un inconnu lors de la draft 2009. Avec sa taille, son bon handle et son explosivité, le joueur pouvait rappeler Allen Iverson. Son jeu altruiste avait quant à lui des relents de Steve Nash. Avec 17 points et 7 passes décisives par match lors de sa deuxième saison, le meneur allait tout droit en NBA. Flynn connut un coup de projecteur particulièrement éclatant lorsque son équipe participa à ce qui est considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire du basketball universitaire. 6 prolongations, 67 minutes jouées sur 70 possibles, 34 points, 11 passes. Les équipes NBA en avaient trop vu. Flynn était prêt pour la grande scène. En 2009,
Bleacher Report alla jusqu'à surnommer Johnny Flynn le joueur le plus excitant du basketball universitaire. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, le meneur de deuxième année de Syracuse Johnny Flynn est le joueur le plus excitant du basketball universitaire. Il est plus qu'excitant, il est électrisant. Plus je le vois, plus je l'aime. Quelques mois avant la draft, les Timberwolves entamaient une énième reconstruction avec un nouveau general manager, David Kahn. Ce dernier arrivait à un moment pivot de l'histoire de la franchise. Avec un 5e puis 6e choix de draft, il avait toutes les cartes en main pour bâtir un projet d'envergure. Kahn s'exprima sur Flynn avant la draft. Johnny ne mesure qu'1m82, mais il se comporte comme s'il en faisait 2. Je n'ai jamais vu un gosse de sa taille avec une telle agilité. Je pense qu'il pourrait être très spécial. Mis à part le prometteur Kevin Love, l'effectif des Wolves était alors famélique. Vouloir choisir un meneur à ses côtés n'était pas dénué de sens. Mais pourquoi en choisir 2 ? En effet, Kahn était persuadé de sélectionner l'Espagnol Ricky Rubio en 5e choix. Même s'il n'était pas attendu en NBA immédiatement, le but avoué était de créer un étrange duo Rubio et Flynn. Any team that needs a true point guard, can't really narrow it down. I don't know too much about each roster and what they have to offer. But any team with a core group of guys where I can come in and be a point guard that can spread the defense with my scoring ability, it would be most effective for me. Décidé à jeter son dévolu sur 2 meneurs, Kahn ne s'est pourtant pas longtemps attardé sur une autre promesse à ce poste, Stephen Curry. À cette époque, personne ne prédisait une telle carrière au futur joueur des Warriors. Avec son poids plume et son corps très fragile, beaucoup se demandaient si le meneur allait tenir le rythme en NBA. I kind of heard the same stuff outside. Going into the NBA, I'm too small, not athletic enough. There's no argument that Steph Curry's the best shooter available in this draft. And the question is, to the point guard spot, is he going to be strong enough against NBA defenders over the course of an 82-game schedule? Welcome to the Prudential Center in Newark, New Jersey, the NBA draft. With the 6th pick in the 2009 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University. You have the big man and you have the point guards, and all we need is the coach to go out there and win that NBA championship. C'était fait. Les Timberwolves venaient de surprendre le monde du basketball en sélectionnant tour à tour Ricky Rubio et Johnny Flynn. Il ne fallut pas bien longtemps pour entendre des commentateurs critiquer le choix étrange de David Kahn. Le magazine Slam nous rapporte les propos d'un GM anonyme. Je suis dans cette ligue depuis très longtemps. C'est l'une des sélections les plus étranges que je n'ai jamais vues. C'était comme si Kahn essayait de surpasser tout le monde, et il a fini par se surpasser lui-même. Rubio retourna en Europe et ne rejoignit son équipe que quelques années plus tard. Les clés de la franchise étaient donc dans les mains du jeune Johnny Flynn. Contrairement à beaucoup de busts, la saison rookie de Flynn fut plutôt réussie. Avec 13,5 points et 4,4 passes de moyenne, le meneur rejoignit la All-Rookie Second Team. Malheureusement, la fête ne dura pas bien longtemps. Si Johnny Flynn est un nom inconnu des amateurs de basketball, c'est tout d'abord car le joueur connut finalement une très courte carrière en NBA. Suite à sa saison rookie, le meneur passa sur le billard pour une opération à la hanche. Jamais il ne retrouva son niveau. Ses statistiques chutèrent lors de sa 2e année, et avec le retour de Rubio, les Wolves en avaient déjà assez vu. Et oui, seulement 2 ans après l'avoir choisi très haut, Minnesota envoya Flynn aux Rockets contre des cacahuètes. Le meneur fut trimballé à Portland quelques mois plus tard pour une poignée de matchs sans intérêt. Tout le monde parlait toujours de la venue de Ricky Rubio. Mes 2 années aux Wolves ont été comme 5 ans pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces critiques ? Je n'ai jamais mal parlé du Minnesota ou de l'équipe. En 2012, Johnny Flynn était hors de la NBA. Une saison en Australie, puis en Italie plus tard, le meneur prit sa retraite dans l'anonymat le plus total. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer une carrière si ratée ? La première raison est évidemment les blessures qui n'ont pas laissé Flynn tranquille. Au-delà de ce coup du sort, le meneur semblait aussi très souvent perdu sur les terrains. En NBA, les espaces sont bien plus minces que sur les circuits universitaires. N'est pas Allen Iverson qui veut. Flynn driblait souvent nulle part et ne savait que faire de la balle. Pour faire court, bien que parfois spectaculaire, le New-Yorkais n'était pas du tout prêt pour le monde des pros. This article that came out by David Kahn, who was the GM at the time,
And like obviously it's revisionist history. It's like my 4th or 5th year in the league. It's like, oh, why didn't Minnesota pick me over, you know, those two guys when they took 2 point guards? And the line was like, oh, he knew how much I like golf, and Minnesota's too cold, so I wouldn't have been happy there as a basketball player knowing I couldn't play golf throughout the year. I said, ooh, that's a reach right there. Fatalement, Johnny Flynn rejoignit l'histoire de la NBA comme l'un de ses plus grands flops. Surtout, les Timberwolves continuèrent d'écrire leur triste histoire en passant à côté d'une légende comme Stephen Curry, qui plus est en sélectionnant 2 joueurs à son poste avant lui. Memphis réussit toutefois à faire pire lors de cette draft, en choisissant le bid monumental Hashim Thabit en 2e position. Depuis la draft de Flynn, l'équipe du Minnesota n'a cessé de se démarquer par sa médiocrité. À date de cette vidéo, les Wolves n'ont fini que 2 petites fois avec un bilan positif de 2009 à aujourd'hui. De l'autre côté du pays, les Warriors devinrent l'une des plus belles équipes de l'histoire. Sous-estimé lors de sa draft, Stephen Curry porta les siens vers 4 bagues, en glanant 2 titres de MVP au passage. Depuis l'arrêt de sa courte carrière, Johnny Flynn a totalement disparu des radars. Des sources nous indiquent qu'il parvint à obtenir un diplôme à Harvard et qu'il vit aujourd'hui très discrètement en Floride. Il ne reviendra certainement pas dans le Minnesota avant un long moment.